Bonjour, bonjour, Nicolas Dupont-Aignan. Impôts, économie, restrictions budgétaires, le décor est planté. Le gouvernement a dévoilé son projet de budget pour 2013. La France fait le choix de mettre en place un programme strict pour éviter de voir les déficits se creuser, voire aussi éviter d'aboutir à une situation comme on l'a vu dans certains pays européens. On en parle beaucoup, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Italie. Et puis l'Europe, les autorités de Bruxelles veillent et menacent même d'imposer des sanctions si les comptes dérapent. C'est un vrai risque parce qu'au cours des 6 premiers mois de l'année, les déficits ont déjà augmenté de 43 milliards. Nicolas Dupont-Aignan, lors de la campagne présidentielle, vous avez fait campagne notamment pour la sortie de l'euro. Alors on verra si ça tient encore, si c'est encore une piste possible. Mais nous commençons par l'image de la semaine, ArcelorMittal, de la semaine qui termine et de la semaine qui vient aussi. Puisque ArcelorMittal, ce sont ces hauts fourneaux qui sont à l'arrêt, en tout cas à Gandrange, et qui pourraient être à l'arrêt aussi à Florange. La décision va être prise demain. Après avoir hanté le quinquennat Sarkozy, ArcelorMittal est-il en train de devenir le boulet du début de quinquennat Hollande? Bien évidemment. Mais en vérité, les deux présidents mènent la même politique. C'est exactement la même politique. Vous savez, moi j'ai été en Lorraine pendant la campagne et j'avais été avant aussi. J'ai été le seul député, c'était en 2006 ou 2005, qui s'est opposé à l'achat d'Arcelor par Mittal. Le seul à l'époque. Et j'avais dit une chose, j'avais dit à partir du moment où vous laissez cette entreprise dans les mains d'une grande entreprise d'un pays émergent qui est indienne, à partir du moment où vous acceptez les règles du libre-échange total, où on fait travailler des esclaves dans les pays émergents, bien c'est sûr que notre industrie sidérurgique va disparaître. Alors justement, et à l'époque, on m'avait ri au nez. Regardez, vous y êtes. C'était au mois de février. Oui. Vous étiez allé les voir, les gens d'ArcelorMittal, et vous avez même dit il faudrait taxer les importations d'acier à bas coût. Vous leur diriez la même chose aujourd'hui? Ça suffirait pour sauver leur emploi? Mais c'est une évidence. Mais quand comprendra-t-on dans notre pays que si on continue à être en concurrence avec des esclaves, à partir du moment où on veut, et c'est bien naturel, défendre nos critères sociaux, on ne tiendra pas. Et je l'ai dit, je me souviens très bien de ce leader qui m'a dit non, on peut s'en sortir autrement. Je lui ai dit non, M. Hollande comme M. Sarkozy, le PS comme l'UMP, ne voulant pas remettre en cause ce libre-échange déloyal, eh bien, on va voir fermer les unes après les autres nos usines. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement essaie de trouver une solution. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, est allé rendre visite aux salariés de Florange jeudi. Et il a annoncé depuis une loi qui devrait intervenir dans les mois qui viennent pour obliger un groupe qui décide de fermer un site jugé rentable, ou en tout cas viable, à céder ce site pour permettre à un repreneur de relancer l'activité. L'État doit-il intervenir dans ce genre de situation? Mais l'État peut intervenir, moi j'y suis favorable. Mais le repreneur, il va faire quoi? Il va être dans les mêmes conditions de concurrence que Mittal. D'ailleurs, en plus, reprendre un haut fourneau sans avoir la chaîne générale de l'entreprise me paraît hasardeux. Donc on est encore en train, pardonnez-moi Francis Letellier, on est encore en train de tromper les ouvriers de Mittal. Et c'est ça qui est terrible. Et qui est en train de tromper les ouvriers de Mittal? Arnaud Montebourg, lui, qui avait eu la bonne analyse pendant la primaire et qui avait dit comme moi que si on ne mettait pas en Europe un protectionnisme intelligent en place, on verrait partir toutes nos usines. Donc ce qui est terrible, c'est que c'est Arnaud Montebourg qui avait la bonne analyse, qui aujourd'hui est impuissant parce qu'il suit la politique de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, de l'Union européenne, qui est une politique de pure folie. On va y revenir. De pure folie. La France, en tout cas, est au ralenti, on peut le dire. Une croissance revue à la baisse, le chômage qui augmente, qui dépasse le cap des 3 millions de demandeurs d'emploi. Aucun secteur n'est épargné. Alors on parle beaucoup de l'automobile en ce moment, puisque c'est le mondial de l'auto. Carlos Ghosn, le patron de Renault, estime même qu'à terme, le groupe Renault pourrait disparaître. Est-ce qu'on n'est pas dans une période là où l'économie, la loi des grands groupes, a pris le dessus sur les politiques qui sont finalement impuissants? Écoutez, les politiques décident d'être impuissants, puisque les politiques laissent faire. On a une monnaie trop chère, l'euro. Les pays qui n'ont pas l'euro s'en sortent mieux, la Suède, la Pologne et même l'Angleterre, où il y a des réindustrialisations d'automobiles. La monnaie est plus chère de 20% que les autres. Donc c'est un handicap de compétitivité, le beau mot qu'ils disent toute la journée. Première chose. On accepte d'être en concurrence avec des esclaves. On ne peut pas lutter. Et en plus, en France, on a les charges sociales les plus élevées du monde. Il ne faut pas s'étonner. Non, mais il ne faut pas s'étonner que toutes les entreprises s'en aillent. Est-ce que vous savez que depuis le début de l'année 2012, c'est pas Hollande-Sarkozy, puisque 4 premiers mois Sarkozy et 4 mois suivants Hollande, une usine par jour ferme. C'est une débâcle industrielle de même nature que la débâcle militaire de 40. Si on ne réagit pas,
si on ne prend pas des mesures protectionnistes, si Oui, on ne quitte pas d'accord. l'euro, si on ne baisse pas les charges, Vous on va parlez de devenir charges- un pays de clochards. Vous parlez de clochards, je vous le dis. J'entends. Vous parlez de charges sociales. Y a-t-il un problème de coût du travail en France? Il y a un problème sûr de coût du travail en France, réel, parce que les charges pèsent sur l'emploi. Donc c'est les charges, c'est pas les salaires. Non, mais ça ne suffira pas, parce que si on rentre dans ce système, ça veut dire qu'il faut venir au SMIC des Chinois. Le SMIC des Chinois, il est de 100 €. Bon, alors moi je veux bien Monsieur Hollande, Monsieur Fillon, Monsieur Bayrou, tous ceux qui depuis 30 ans mènent la même politique, parce qu'en vérité, c'est la même politique qui est menée depuis 30 ans, devrait dire la vérité aux Français. On garde le monde totalement ouvert, on est en concurrence avec des esclaves, donc vous allez diviser le salaire de 20 fois. On ne le fera pas, heureusement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conséquence est très simple. Les chefs d'entreprise délocalisent. Si on veut revenir sur les délocalisations, si on veut traiter la question des déficits, il faut s'occuper des recettes. Alors il y a deux façons de faire des recettes. Il y a la façon Hollande, on va tondre les Français et notamment les entreprises, on est sûr qu'il n'y aura pas plus d'emplois. Et puis il y a la façon de créer de la richesse dans notre pays. Créer de la richesse, ça veut dire donner de l'air, de l'oxygène à nos entreprises. Ça veut dire sortir de l'euro, mettre des barrières douanières, baisser les charges. Il y avait une autre idée qui était sortie pendant la campagne présidentielle. Vous l'aviez défendue aussi. C'était acheter français, produire français, acheter français. Oui. Même pour les voitures, par exemple, les voitures, le textile, quel que soit le secteur. Comment inciter les Français à acheter français quand les produits importés coûtent moins cher et que le pouvoir d'achat baisse? Il faut augmenter les salaires? Comment vous faites? Il faut une taxe aux frontières. Il faut équilibrer. Je vais vous donner un exemple. TVA sociale, Soyons alors. précis. C'est la TVA anti-délocalisation? Non, une vraie taxe aux frontières pour les importations. Mais je vous donne un exemple. Quel est le secteur qui marche encore en France parce qu'il est protectionniste? C'est le cinéma français. C'est-à-dire, ce qui est valable pour les acteurs de cinéma, de Saint-Germain-des-Prés, de Neuilly, de Paris, n'est pas valable pour les ouvriers de Lorraine? Parce que le cinéma français, il est protégé aux frontières. Il y a une taxe, il y a une aide à la production. Cette aide protectionniste au cinéma français, est-ce qu'il a empêché le cinéma français d'être talentueux? Mais vous pensez que ça empêcherait... Alors pourquoi ce qui est valable pour le cinéma n'est pas valable pour nos Mais ouvriers? vous pensez que ça empêcherait les délocalisations ou les fermetures d'entreprises? Je vais vous donner un exemple. PSA, qui restructure, qui va supprimer 8000 emplois, qui va fermer son usine d'Aulnay-sous-Bois, par exemple, n'a pas délocalisé, ou très peu, mais se trouve en difficulté quand même. Mais bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il a moins délocalisé que les autres dans un contexte d'ouverture. Alors on lui dit « Oh, vous n'avez pas assez délocalisé ». C'est fou ce qui se passe. Donc il faut mettre des barrières douanières. Mais ce que je vous propose, c'est pas le protectionnisme total, c'est pas la fermeture totale. C'est ce que font tous les pays du monde. C'est ce que fait l'Argentine, le Brésil, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et même les États-Unis. Est-ce que vous trouvez normal que, par exemple, Airbus, aujourd'hui, délocalise aux États-Unis la production de nos avions? Et pourquoi ils le font? L'ancien président d'Airbus gallois l'a dit, il a dit avec un euro qui est trop cher, je vais produire en zone dollar. Donc, Louis on a Gallois une qui doit classe rendre politique. un rapport d'ici peu d'ailleurs sur la compétitivité de la France. Vous savez combien on a eu de rapports sur la compétitivité depuis 20 ans? Au moins 150. Alors, peut-être. Bon. Et tout ce petit monde gouverne ensemble, tout ce petit monde continue à nous dire « Ah, vous vous privez pas assez, faites des efforts ». Ce faisant, ils ne vont pas réduire les déficits. Ils vont réduire les dépenses, mais ils ne s'occupent pas des recettes des entreprises. Il faut s'occuper des PME. Et j'avais proposé des mesures pendant la présidentielle, très concrètes là-dessus. Nicolas Dupont-Aignan, justement, à la présidentielle, vous avez réalisé 1,79% des voix. Oui. On voit qu'aujourd'hui, votre voix est toujours écoutée, vous distribuez les bons et les mauvais points. Mais où vous situez-vous exactement à droite? On va en parler, parce qu'en plein débat sur la présidence de l'UMP, par ailleurs, sous les coups de boutoir du Front National, par ailleurs, quelles sont désormais les frontières de la droite? C'est la question que va vous poser notamment Michel Dumoré, qui nous rejoint. Michel Dumoré, Michel, chef du service politique de France 3, bonjour. Bonjour Francis, bonjour Nicolas Bonjour, Dupont-Aignan. Michel Dumoré. Alors on va revenir en effet avec tout ça, mais alors vous vous dites profondément souverainiste, donc farouchement opposé au traité européen. La dernière présidentielle, Francis l'a rappelé tout à l'heure, vous n'avez pas obtenu les 2% et votre mouvement Debout la République ne pèse pratiquement rien avec seulement des députés. Je vais vous laisser après un droit de réponse. Mais vous ne lâchez rien, vous gardez cette énergie qui vous caractérise et vous avez lancé il y a quelque temps un appel au rassemblement des patriotes. On va vous poser la question dans un instant avec qui vous voulez faire ce rassemblement des patriotes. Mais la première question, c'est pourquoi vous n'allez pas tout à l'heure manifester à Paris contre le traité européen? Bon, écoutez, j'aurais pu manifester tout à l'heure. Vous auriez pu, mais vous ne le faites pas. Je ne le fais pas parce que je ne vais pas manifester sous les bannières très politiciennes de certains partis
qui sont là-bas. Front et puis de gauche, peut-être vous pensez au front pas de le front gauche de gauche, mais plus à gauche encore. Et puis au-delà de ça, parce que je pense que le front de gauche et Mélenchon disent des choses justes, disent ça peut pas durer, tout le monde le sent bien aujourd'hui, mais ils ne vont pas assez loin. Parce qu'en fait, ils veulent garder l'euro, ils veulent garder cette Europe qui est la cause de nos problèmes. Cette Europe-là, attention, c'est pas l'Europe. Parce qu'on me caricature toujours, on dit, vous avez dit les souverainistes, etc. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, souverainiste. Je suis patriote. Je crois que si on veut résoudre les problèmes des Français, il faut reprendre le volant de la voiture. Aujourd'hui, on a des conducteurs qui n'ont plus les moyens de gouverner. On a abandonné notre monnaie. On a abandonné nos frontières. On abandonne maintenant notre budget. Ça veut dire quoi? Ce que dit Jean-Luc Mélenchon également. Hein. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, à chaque élection présidentielle, élisent quelqu'un qui, une fois élu, se met au volant d'une voiture dont il n'a pas de volant. Je dis que si on veut résoudre les problèmes des Français, j'en viens à l'Union des Patriotes, il faut d'abord redonner au pouvoir politique français la capacité de défendre les intérêts des Français. Ça me paraît tellement du bon sens. On va essayer de comprendre ce qu'est un patriote selon vous. Votre ancienne famille politique, l'UMP, est en train de se choisir un seul. Je vais vous demander beaucoup de franchise et une réponse courte entre Copé et Fillon. Si vous étiez aujourd'hui encore membre de l'UMP, pour qui voteriez-vous? Et c'est les Dupont-Dupont de la mondialisation. Vous êtes membre de l'UMP, pour qui allez-vous voter? Ce sont les mêmes. Ils ont gouverné ensemble pendant 10 ans. Ils font semblant de s'opposer. C'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas vrai. Il y a des nuances. Non. C'est des nuances. Jean-François Copé veut incarner une droite décomplexée. Il il y a cette sortie sur le racisme blanc. On voit très bien la ligne de démarcation entre... Pitié, épargnez-nous ça. Ouais. Arrêtons. Alors, répondez à ma question. Non, mais je vais répondre. Arrêtons les postures. La vie politique française est faite de postures. Alors, il y en a un qui dit racisme anti-blanc, tout le monde dit ah bon. Le problème, c'est pas les discours. Le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'ils gouvernent, tous, qu'ils mènent la même politique. Et moi, je vous pose une question. Je pose une question aux téléspectateurs qui me regardent. Est-ce qu'ils ont le sentiment, juste une question, que depuis 20 ans, la situation s'améliore? Chacun, devant sa télévision, doit se dire, est-ce que vraiment ça s'améliore? Non. Ce sont les mêmes qui gouvernent. Ils gouvernent la même politique. Alors, Copé, Fillon, Hollande, Ayrault, tout ça, c'est la même chose. C'est l'UMPS. Mais oui, parce qu'ils gouvernent. C'est l'UMPS. Vous reprenez ce que dit le Front National, la réalité, c'est que ces hommes politiques-là, qui sont de talent, chacun, je ne critique pas les personnes, ont abandonné à Bruxelles, à des gens non élus, le pouvoir. À propos du Front National. Ils l'ont abandonné. À propos du Front National. Comment ils peuvent gouverner aujourd'hui? À propos du Front National. Vous allez entendre Louis Alliot, vice-président du Front National, qui voudrait savoir vraiment, lui aussi, où vous vous situez. Vous allez voir. Un ami. Bonjour, monsieur Dupont-Aignan. Vous êtes positionné depuis quelques années comme un opposant à la construction européenne et à la politique menée par la Commission et les lobbies européens. Vous êtes comme nous, aujourd'hui, contre le traité budgétaire européen et pourtant, en matière d'immigration et d'identité qui sont éminemment liées à cette perte de souveraineté, vous continuez à refuser la main que Marine Le Pen vous tend. J'aimerais en connaître les raisons et surtout connaître votre opinion par rapport à la formule du général de Gaulle, qui est votre maître à penser. Nous sommes un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Merci. Répondez. Eh bien, c'est très intéressant, la question que pose Louis Alliot, parce qu'il montre à la fois le point d'accord entre nous, fondamental. Lequel? Le refus de la tyrannie de Bruxelles, qui fait que nos hommes politiques sont devenus des pantins, qui font semblant de gouverner. Et le point de Ce qui vous différencie? Et le point de désaccord fondamental, c'est que justement la leçon du gaullisme que je porte, c'est qu'on ne redressera la France qu'en rassemblant tous les Français. Et moi, je suis un élu de banlieue. Et pour moi, le patriotisme n'a pas de couleur, n'a pas de religion. C'est ce que dit Marine Le Pen. C'est ce que dit Marine Le Pen. C'est pas ce que dit Louis Alliot. Louis Alliot l'a dit. En gros, race blanche, chrétien. C'est sûr que la France est Il reprend des mots chrétienne. du général de Gaulle. Hein. Oui, d'accord. Mais le général de Gaulle a rassemblé à Londres des va-nu-pieds, des soldats qui venaient d'Afrique, des gens de l'Action française, des communistes. Et c'est tout le sens de mon appel, et c'est ma différence aujourd'hui avec le Front National, c'est que je dis au Front National, arrêtez cette fixation. Certes, il faut bien sûr contrôler l'immigration, on était tous d'accord, mais il faut rassembler tous les patriotes vous parlez de pour aller à l'essentiel. Avec qui, Nicolas Dupont-Aignan? Puisque là, vous refusez la main tendue. Je ne refuse pas la main Marine tendue. Le Pen. Je dis au Front National, et c'était le sens de mon appel qui a choqué certains,
Je dis au Front National, comme je dis au Front de gauche, comme je dis à certains chez Chevènement, comme je dis à Henri Guénaud à l'UMP, si les patriotes de notre pays qui ont compris que le pays allait à la ruine, que les décisions n'étaient pas prises, qu'on dépendait de gens non élus à Bruxelles, si on ne s'allie pas sur l'essentiel, et si vous n'abandonnez pas, vous, Front National, vos outrances, vos excès, eh bien, on aura l'UMP et le PS pendant 20 ans encore, il n'y aura plus de pays. D'accord. Alors, donc je leur dis, rassemblons-nous Nicolas Dupont-Aignan, sur un programme de salut public. Si Marine Le Pen vous entend, est-ce que vous pourriez envisager lors des prochaines municipales des accords de désistement et là entrevoir justement ce rassemblement des patriotes que vous appelez de vos vœux? C'est aussi simple que ça. Oui. À une condition, c'est que la ligne jaune ne soit pas franchie, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas de différence entre les Français selon leur race, leur origine. Et je voudrais qu'on arrête... Oui, mais vous pourriez faire des accords électoraux. Ça dépend. Si le Front National reste comme il est, non. Si le Front National, un jour, comprend qu'il faut abandonner ses outrances et ses excès pour aller à l'essentiel, la défense de l'identité du pays, de la nation, avec des gens de gauche, de droite et d'ailleurs, on verra. Mais pour l'instant, malheureusement, je trouvais notamment la petite phrase sur la kippa, le voile, comme si la laïcité en France n'était pas de laisser quand même une liberté de conscience minimum. Je crains que le Front National reste encore aujourd'hui trop dans ses marqueurs idéologiques trop forts. Mais les choses peuvent évoluer, on verra. Dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France, Bernadette Chirac, tout en disant qu'il fallait laisser du temps à François Hollande pour s'installer, estime que les Français iront chercher Sarkozy. Est-ce que vous le pensez, vous aussi? Moi, je crois que les Français veulent une autre politique et en ont marre de se tourner manège des personnalités qui ont promis beaucoup de choses mais qui n'ont pas tenu. Donc vous pensez que la page Sarkozy est tournée? Je pense que nous allons devant de grands troubles politiques et sociaux parce que la politique qui est menée ne peut pas durer. Et je pense qu'il faut de nouvelles personnalités, qu'il faut surtout une autre politique de rassemblement. Non, mais Nicolas Sarkozy n'est pas un recours pour 2017. Ben, si c'est pour faire la même politique, je ne vois pas l'intérêt. Et vous pensez que la droite peut revenir au pouvoir en 2017? Mais je pense que ce n'est pas la droite ou la gauche, c'est la France. C'est changer ce système pourri. C'est un système pourri. Et quand les Français souffrent, quand ils sont au chômage, on a le droit quand même de proposer autre chose. C'est ça l'enjeu. C'est pas droite, gauche, PS, UMP. On est à la veille, j'insiste, de grands tremblements de terre. Ouais. Eh bien, il faut qu'on propose quelque chose de différent. On va remercier Michel d'être venu sur ce plateau. À vous. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, je n'aurais pas eu ma réponse sur Copé-Fillon, mais c'est pas grave. Copé-Fillon, vous avez tenté pourtant. Merci. Voilà, tout ça. Merci Michel. Ça veut dire. Merci à vous. Pour ou contre, maintenant, Nicolas Dupont-Aignan, après avoir investi dans le sport, précisément dans le PSG, puis dans les palaces de standing, le Qatar veut mettre de l'argent aux côtés de l'État, maintenant, dans les quartiers populaires en France. Pour ou contre? Contre. Pauvre pays où une puissance étrangère, je dirais la même chose si c'était les États-Unis, le Japon, vient intervenir dans nos affaires intérieures. Mais où est tombée la France pour accepter ça? C'est fou. Mais si le Qatar, par exemple, voulait investir dans des entreprises maintenant, est-ce que vous auriez le même raisonnement? C'est différent. La libre loi du marché, c'est qu'ils peuvent acheter des actions en bourse. Encore que je pense que notre pays doit défendre les intérêts de ces entreprises. Et je vous parlais de Mittal. Si on n'avait pas laissé l'industrie sidérurgique à Mittal, on n'en serait pas là. Mais est-ce que, finalement, si le Qatar vient réinvestir en France, c'est pas un retour sur investissement? On leur achète du gaz, etc. Finalement, l'argent revient en France. Attendez, que le Qatar investisse en France, pourquoi pas? Mais que le Qatar entre dans nos banlieues pour s'intéresser à certaines personnes en fonction de certains critères, je ne l'accepterai jamais. Nous allons maintenant revenir sur le budget de la France 2013. Les économies sont de rigueur, c'est vraiment le mot d'ordre. L'objectif du gouvernement, c'est de ramener le déficit à 3% de la richesse nationale, du produit intérieur brut. C'est toujours un peu technique, mais on est obligé de le dire comme ça. Déficit qui avait explosé en 2009 et 2010. Finalement, le gouvernement de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault intervient, et il fallait vraiment intervenir, il y avait urgence. Mais il n'atteindra pas. Il ne va pas réduire les déficits, il ne va rien réduire du tout. Quand je reçois dans ma ville quelqu'un qui est en grande difficulté sociale, je ne lui dis pas « n'allez pas manger », j'essaye au contraire de lui trouver un boulot. Donc le gouvernement ferait mieux de s'occuper comment aider nos entreprises à créer de l'emploi et les protéger, comme je disais tout à l'heure. Là, vous verrez qu'on va se retrouver comme l'Espagne et la Grèce. C'est la même politique. Vous pouvez faire maigrir au point de faire mourir quelqu'un si vous ne lui donnez pas des forces pour retravailler. Ça sert à quoi? Tout ça, c'est toujours la même politique qui va échouer lamentablement. Mais pendant la campagne présidentielle, la lutte contre le déficit, tout le monde en avait parlé. Vous aussi, vous en aviez parlé. C'était la priorité numéro un. Mais finalement, la gauche n'est-elle pas en train de faire ce que la droite n'a pas réussi à faire? Mais bien sûr, ils font la même chose. Mais je vais vous dire. En mieux. Attendez de voir la suite. Ils font baisser le déficit. Attendez de voir la suite. Mais le déficit ne va pas baisser puisqu'il ne s'attaque pas à la cause du déficit, qui est l'effondrement économique. Pour qu'il n'y ait pas de déficit, il faut qu'il y ait de la création de richesse. Il faut donc protéger nos entreprises, faire
que les entreprises relocalisent. Il y a 10 milliards ça, c'est d'économies possible aussi. Il y a 10 milliards d'économies. Faire des économies, ça permet aussi de... Mais comme en même limiter le temps, déficit. Monsieur Le Tellier, l'activité va s'effondrer. Je prends un pari devant vous, malheureux malheureusement. Et dans un an, nous aurons 600 000 chômeurs de plus. Parce que ce que fait Monsieur Hollande, c'est ce qu'ont fait les Espagnols et les Grecs. On croit faire des économies, en fait, on va accroître le déficit. Parce qu'on ne s'occupe pas de la création de richesses. C'est une hérésie, c'est une folie. Alors pour en tout cas aller vers la réduction des déficits publics, la France, vous savez, va certainement adopter le traité budgétaire européen. Donc il va falloir entrer dans les clous, entrer dans les critères européens pour éviter que les déficits ne dérapent. Vous allez voter contre ce traité budgétaire européen. Il faut que les Français sachent de quoi il s'agit. Le Parlement élu par la nation, qui a été créé, je vous le rappelle, à la Révolution française, pour contrôler les dépenses des grands seigneurs, comme en Angleterre, va abandonner le pouvoir budgétaire à des gens non élus, à Bruxelles. Ce qu'on a fait avec la monnaie, il y a 20 ans, ce qu'on a fait avec nos frontières, on voit les résultats avec ce qui se passe en termes d'immigration, on va le faire en termes budgétaires. Et demain, vous verrez ce que je vous dis, si on vote ce traité, la Commission européenne dira il faut peut-être un impôt européen pour sauver l'euro, entre guillemets. Et on aura encore plus de pression fiscale. C'est une dépossession de la démocratie. Pensez-vous que vous serez rejoint par des députés UMP? Oui. Il y aura beaucoup de défections, vous pensez, à l'UMP? Mardi, j'organise un petit rassemblement. Il y aura des députés UMP, comme il y a des députés socialistes courageux ou des sénateurs, Madame Lienemann, comme il y a le Front de gauche, comme il y a les Verts, comme il y a des gens du Front National. Ça veut dire quoi? Il faut que les Français sachent qu'il y a dans le pays des hommes et des femmes politiques de bonne volonté qui ont des solutions. Et il faudrait qu'on nous écoute, qu'on puisse les présenter. Et je vais le faire pendant les années qui viennent. L'une de vos solutions, c'est de préconiser toujours la sortie de l'euro. Oui. Vous l'avez dit encore aujourd'hui. Oui. Mais le retour au franc, en quoi ça réglerait les problèmes? C'est très simple. D'abord, nos entreprises pourraient exporter à nouveau parce que l'euro serait moins cher, le franc serait moins cher. Et puis deuxièmement, la première économie qu'on a à faire, c'est sur les intérêts d'emprunt. Car ils font des économies sur tous les infirmières, moins les enseignants aujourd'hui, mais enfin, sur tous les sujets, sauf pour les banques. Le général de Gaulle empruntait à 0% auprès de la Banque de France et ne payait pas des intérêts exorbitants à des banques privées. Vous savez que l'Europe a donné 1000 milliards d'euros aux banques privées. Mais vous savez que dans les C'est sondages, les Français sont plutôt sceptiques sur l'Europe. Mais ils veulent garder l'euro. Donc finalement, vous allez avoir du mal à convaincre. Hein. Il faut encore du temps. Monsieur Le Tellier, quand il y a une situation historique difficile, il y a de nouvelles personnalités, il y a de nouvelles idées qui pointent. Vous savez, si dans l'histoire des hommes et des pays, on n'avait pas parfois écouté des gens qu'on disait solitaires pour proposer d'autres solutions, je ne pense pas qu'on s'en serait sorti. Et moi, je n'ai pas de crainte à dire aux Français que l'alternative que je propose est radicalement différente. Je suis patriote, mais républicain. Et je suis absolument convaincu qu'on peut redresser la France, qu'il n'y a aucune raison d'être pessimiste. On a plein d'atouts en France, mais il faudrait encore qu'on soit gouverné. Vous êtes encore cap sur les enjeux à venir, les législatives, les présidentielles, etc. Enfin bref, vous êtes dans le paysage politique. Mais la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est y a-t-il une vie après la politique? Pas à vous, mais visiblement pour certains. Regardez. Roselyne Bachelot, qui était ministre il y a encore quelques mois, va faire ses débuts de chroniqueuse télévision à partir de demain. Il y a 6 mois, donc je vous disais, elle était encore ministre. D'après vous, c'est une reconversion réussie ou un mélange des genres? C'est son choix et je respecte Roselyne Bachelot. Mais remarquez, comme la politique est devenue du spectacle et ne sert à rien, finalement, elle ne va pas changer de rôle. Je veux dire que moi, je ne suis pas là pour faire de l'animation. Un gouvernement, Roselyne Bachelot était ministre, elle faisait de l'animation. Moi, je ne veux pas des ministres qui fassent de l'animation. Ce n'est pas déshonorant ce qu'elle va faire, c'est un beau métier. Mais le rôle de la politique, c'est quoi? C'est de gouverner et de faire en sorte que nos gamins ne soient pas au chômage, qu'il n'y ait pas l'insécurité dans les quartiers. Moi, j'ai une autre idée de la politique. Juste une chose. J'ai pas des paillettes, vous savez, je suis sans doute moins drôle, mais je veux qu'on gouverne pour l'intérêt des Français. Vous savez que Roselyne Bachelot l'a dit, elle ne s'en cache pas, elle va gagner 20 000 euros par mois pour faire une chronique à la télévision, c'est-à-dire plus que le président de la République. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, là? Mais bien sûr. Mais moi, je pense à les gamins qui, dans les quartiers, font des petits boulots pour 500 euros. Ou les autres qui font du trafic de drogue. Mais où on en est où? La jeunesse du pays a besoin d'autres exemples. Il y a tellement de choses à faire pour notre pays. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, en tout cas, c'est une nouvelle génération qui, j'espère, un jour résoudra les problèmes des Français. Nicolas Dupont-Aignan, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de 12-13 dimanche.